Lorsque les gens ont vu pour la première fois des soucoupes volantes, des questions ont émergé sur le fait qu'il s'agisse d'informations soigneusement dissimulées. Existe-t-il réellement des soucoupes volantes et des extraterrestres? Les ovnis attaquent-ils vraiment des avions russes ou y a-t-il une explication plus naturelle? Ce soir-là, des mouvements étranges ont été observés au-dessus des montagnes. Certains se demandaient s'il s'agissait d'une mystification, car de telles photographies sont très faciles à falsifier. Les extraterrestres enlèvent-ils des gens? Pour beaucoup, tout ce qui se passait semblait trop réel. Avait-il pu envoyer un signal émis par des formes de vie extraterrestres? Nous observe-t-il? Ou, sur la base de ces questions, on pourrait commencer à croire en quelque chose de plus grand. En juin 1947, dans l'État de Washington, un pilote amateur effrayé a été témoin d'un étrange objet volant dans la région du volcan Rainier. Cet objet, tournoyant et virevoltant, se déplaçait plus vite que tout aéronef connu. Le pilote impressionné, Kenneth Arnold, a atterri, et son observation a marqué le début d'une nouvelle ère. Les nouvelles se sont répandues rapidement, et la presse a commencé à les appeler des soucoupes volantes. Les rapports se multipliaient. Les généraux militaires ont commencé à craindre une éventuelle invasion depuis l'espace. Dans la vie réelle, les commandants avaient peur du début d'une guerre mondiale, et la panique les terrifiait. À ce moment-là, à Tokanawa, on se remémorait à nouveau le chaos provoqué par une mise en scène survenue en 1938. Le producteur Orson Welles a plus tard présenté ses excuses, surpris de voir comment une histoire tirée de bande dessinée pour enfants avait pu avoir un tel impact sur les auditeurs de radio. Les militaires n'avaient pas de réponse aux questions concernant les soucoupes volantes qui apparaissaient en Europe au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de chasse nocturnes les avaient surnommés des pilotes mystérieux. L'un d'eux se souvient: nous les avons vus quelque part en 1944, en novembre ou décembre. Ces boules de feu apparaissant dans notre champ de vision disparaissaient immédiatement. Un autre pilote décrit: l'objet que j'ai vu ressemblait à un amas de lumière blanche. Beaucoup ont signalé une lumière rouge, d'autres ont vu des lumières vertes. Nous avons essayé de les poursuivre, mais personne n'a réussi à les attraper. Il ajoute: je pilotais un chasseur britannique Mosquito qui pouvait atteindre une vitesse de 840 km/h, et nous avons essayé plusieurs fois de les rattraper, mais nous n'avons même pas pu nous en approcher. L'enquête a atteint une impasse. Ces objets pouvaient simplement être le produit de l'imagination ou des hallucinations, mais ils pouvaient également avoir une origine extraterrestre ou être une arme secrète des Allemands. Cependant, au cours des 50 années suivantes, personne n'a vu quoi que ce soit qui aurait pu changer d'avis sur le fait qu'ils étaient des objets volants non identifiés. Les mystérieux chasseurs ont disparu avec la fin de la guerre, mais les ovnis continuaient à apparaître ailleurs. La vie après la guerre en Amérique semblait paisible, mais les agences de sécurité nationale restaient sur le qui-vive. Les États-Unis étaient sous surveillance aérienne de l'Union soviétique, et des questions se posaient sur la possibilité que le grand frère ait établi cette surveillance. Les plus grandes inquiétudes concernaient les ovnis apparaissant près des sites militaires stratégiques, car les secrets nucléaires du pays étaient en jeu. Il existait une menace de déclenchement d'une guerre nucléaire, et des espions soviétiques pouvaient être n'importe où. N'importe qui peut être un étranger. Ils ont l'air comme nous, réfléchissaient les gens. Les rapports sur l'apparition d'OVNI et les films réalisés par de rares témoins ne parvenaient pas à la police ou aux scientifiques. Au lieu de cela, ils étaient rassemblés dans un bureau de recherche des forces aériennes pendant 22 ans. Les chercheurs se fixent deux objectifs principaux, comme le décrit le chef du projet Livre Bleu. Tout d'abord, ils cherchent à déterminer si les objets volants non identifiés représentent une menace pour la sécurité des États-Unis. Deuxièmement, ils souhaitent accéder aux technologies les plus récentes qui aideront à développer la science et l'industrie du pays. En 1969, ces fichiers ont été fermés. La conclusion des représentants des forces aériennes a indiqué qu'il n'y avait pas de menace et un manque d'informations nécessaires. Ils ont enquêté sur 3200 témoignages d'apparitions d'objets volants étranges,
chacun d'eux ayant été classé et évalué pour sa véracité. Dans 20% de ces affaires, les objets ont été classés comme des ovnis. En même temps, 10% des informations obtenues ont été jugées non fiables. Les recherches ont montré que plus l'objet était visible, plus il était souvent reconnu comme non identifié. En fin de compte, le commandant des forces aériennes a déclaré qu'en se basant sur les informations recueillies, on pouvait conclure qu'aucun objet connu sous le nom de soucoupe volante n'avait été observé au-dessus du territoire des États-Unis. Parmi ceux qui croient aux extraterrestres, beaucoup attendent leur signe, tandis que les sceptiques exigent des preuves irréfutables. Un des chercheurs partage ses impressions. J'étais intrigué. C'était l'un des plus grands moments de ma recherche. En 1987, des documents secrets sont tombés entre les mains du chercheur britannique Tim Good et il semblait qu'il pouvait répondre à toutes les questions. Ces documents classés strictement secrets contenaient des informations sur les contacts du Canada aux États-Unis avec des extraterrestres. Les responsables du projet étaient connus sous le nom de code les Majestueux 12. Les documents étaient adressés au président Eisenhower et concernaient la découverte d'extraterrestres au Nouveau-Mexique en 1947. Selon les rapports, les débris avaient été découverts à 120 km au nord-ouest de la base aérienne militaire de Roswell. Les débris étaient méconnaissables. Aucun fil ni équipement habituel n'avait été trouvé. Et parmi eux, on avait trouvé les corps de 4 extraterrestres décédés. Les nouvelles de la catastrophe s'étaient répandues rapidement et les débris avaient été transportés dans plusieurs régions du pays pour une analyse plus approfondie. Une explication officielle de ce qui s'était passé était en cours d'élaboration et l'importance de ces documents ne faisait aucun doute. L'un des chercheurs note : « Jamais auparavant je n'avais eu entre les mains un tel matériel. C'est de la dynamite, c'est la preuve de l'existence de soucoupes volantes, d'extraterrestres, et de choses similaires. » Ces documents contenaient des informations selon lesquelles, premièrement, la Terre avait été visitée par un vaisseau spatial d'origine extraterrestre, et deuxièmement, le gouvernement non seulement était au courant, mais avait déjà en sa possession des débris d'un vaisseau extraterrestre et des affaires d'extraterrestres depuis 1947. Cependant, seulement 10 minutes après que ces documents soient parvenus aux chercheurs, il en conclut qu'il s'agissait d'une contrefaçon. « J'en étais sûr, dit-il. Les critiques estiment qu'il s'agit d'une contrefaçon habilement réalisée, affirmant que les signatures du président Truman sur les documents avaient été extraites d'une de ces lettres authentiques plus tardives. Quiconque connaît les bases de l'expertise judiciaire sait qu'une personne ne signe jamais son nom de manière absolument identique, ajoute-t-il. Il existe un avis selon lequel la signature sur ces papiers est identique à celle d'une autre directive. Cependant, le chercheur soutient, si l'on utilise une table lumineuse, il sera évident qu'elle ne corresponde pas. Maintenant, les anciens partisans de cette théorie estiment qu'il s'agit d'une contrefaçon, car la correspondance leur semble trop évidente. L'argument décisif pour moi a été cette signature, conclut-il, soulignant que celui qui a pu fabriquer ce document, s'il a réellement été fabriqué, était bien au fait de la question. Les chercheurs n'avaient aucun doute que les 12 documents indiquaient la bonne direction. Ils estimaient que les informations contenues dans ces matériaux étaient d'une précision extrême. Pour accéder aux documents gouvernementaux concernant les ovnis, un groupe s'est rendu au tribunal. L'Agence nationale de sécurité a exprimé son opposition en fournissant des témoignages écrits sous serment. Les chercheurs ont soumis une demande pour obtenir 21 pages de témoignages écrits qui avaient été classifiés. Après que le juge a ajouté ses remarques et rendu sa décision, les documents ont été transmis. Cependant, un problème est survenu. Lorsque certaines personnes ont tenté d'effacer le flou, elles ont découvert qu'il n'y avait rien en dessous. L'État estimait que les citoyens n'avaient pas besoin de savoir pourquoi cela ne devait pas être su. Ces documents ne faisaient que confirmer l'existence d'informations classifiées. Les informations en possession du FBI qui niaient son implication dans de telles recherches n'ont été révélées qu'après que la loi sur la liberté d'information a prouvé leur participation. En conséquence, le bureau a rendu public des milliers de documents,
y compris 1100 pages. La Central Intelligence Agency a également nié avoir traité ce sujet. Soudain, des milliers de pages de documents concernant les ovnis, datant des années 1940, se sont retrouvés devant les chercheurs. Tout cela indiquait l'existence d'un complot du silence. Dans un centre privé consacré à l'étude des MNL, un archive de 100 000 dossiers, ignorés par la science officielle, était conservé. Après 20 ans de travail dans ce domaine, le chercheur était convaincu de l'existence d'un phénomène mystérieux qui était ignoré par la science. Cet ignorement n'apportait rien de bon à la science, et les documents prenaient la poussière. Il était évident que d'autres gouvernements menaient des recherches plus approfondies. En mars 1990, dans l'ex-Union soviétique, un chasseur-intercepteur a décollé pour déterminer la source d'une lumière pulsante au nord-est de Moscou. Pendant 3 à 5 heures, ils ont poursuivi un ovni se déplaçant à une vitesse de 4 à 5 000 km à l'heure. L'objet n'apparaissait pas sur les radars des stations au sol, cependant, la vision thermique s'est révélée plus efficace et l'ovni a pu être photographié. Des photos secrètes ont été envoyées au commandant des forces de défense aérienne. Ce cas de 1990 est devenu le seul pour lequel des preuves documentaires existent. Tous les autres contacts possibles, rapportés par des avions militaires ou civils, n'étaient confirmés que par des témoignages oculaires. C'était le seul cas où des preuves concrètes étaient présentes. Les pilotes n'ont pas tiré sur l'OVNI. Dans la défense aérienne, il existait des règles non écrites selon lesquelles les armes ne devaient pas être utilisées contre les ovnis. Seul le radar était utilisé, comme dans les cas des avions furtifs occidentaux. Les pilotes n'ont jamais considéré qu'il s'agissait d'un avion furtif américain, car cet objet avait d'autres indicateurs sur le radar. Les furtifs se comportaient comme des avions ordinaires en ce qui concerne la vitesse et la manœuvrabilité, tandis que les ovnis différaient considérablement. Le dossier décrivait de nombreux cas. Un des pilotes a repéré des lumières s'approchant de lui et le contact a commencé. L'avion a entamé une descente raide et, lors de l'atterrissage, a subi des dommages à l'aile gauche. Depuis 1977, le ministère de la Défense a reçu des centaines de rapports similaires, espérant tirer parti des technologies extraterrestres à des fins militaires. Des recherches secrètes se poursuivaient. Au Vénice, où fumaient des tirs d'entraînement. À l'est, les ovnis apparaissaient souvent sous les yeux du public. Qu'était-ce ? Un ovni ou un ballon ? Le premier film amateur projeté à l'ouest montre un ovni au-dessus du bâtiment du Parlement à Vilnius, la capitale de la Lituanie. L'objet plane silencieusement, bien visible depuis le sol, et son mouvement ne ressemble pas à celui d'un hélicoptère ou d'un avion ordinaire. À l'aube du matin suivant, la police locale le filme. En 1977, au-dessus de la ville de Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la Russie, des centaines de personnes ont été témoins d'un gigantesque ovni. L'enquête préliminaire a conclu qu'il s'agissait d'un phénomène optique causé par un moteur de fusée en feu lors d'un lancement secret d'un satellite artificiel de la Terre. Cependant, à l'Académie des sciences de l'URSS, il a été décidé qu'un phénomène aussi inhabituel nécessitait une étude plus approfondie. En plus des enquêtes militaires, des scientifiques se sont également impliqués dans l'étude des ovnis, organisant la collecte d'informations à travers le pays pour une analyse scientifique. Au comité central chargé de l'étude des ovnis, des données provenaient de 10 autres institutions scientifiques. Les recherches se sont concentrées sur 2 directions, passive et active. Dans le premier cas, les scientifiques analysaient les rapports d'ovnis, dans le second, ils se rendaient sur les lieux d'observation. Dans l'un de ces secteurs où les recherches se poursuivent depuis 12 ans, des passagers d'un train ont été témoins d'un ovni s'approchant. Selon leur dire, un engin volant métallique a atterri sur le sol. Le professeur de biologie Yuri Semiakov a noté que des changements constants se produisent à cet endroit. Une série de tests et d'expériences intéressants, tant de nature physique que biologique, y a été réalisée. Les résultats ont montré que les êtres vivants évitent de tels endroits. Selon les observations, des tourbillons inhabituels des champs énergétiques sont observés dans les lieux d'atterrissage.
Au cours de 20 années de recherche, aucun être vivant n'a été trouvé dans le sol, même pas de microbes. Les mesures ont montré qu'à l'intérieur de ces cercles, le flux du temps ralentit. Le plus mystérieux est que tous les échantillons de terre prélevés sur le lieu d'atterrissage contiennent de minuscules sphères. Les recherches ont conduit le professeur à penser que ces sphères pourraient contenir de l'ADN d'origine extraterrestre, des graines de vie. Aux États-Unis, les opinions des scientifiques sont partagées. Certains estiment que l'origine de ces sphères est inconnue. D'autres pensent qu'elles sont le produit de systèmes de filtration. Cependant, certains chercheurs russes suggèrent qu'il s'agit de microtechnologies introduites sur notre planète par des vagabonds cosmiques. L'histoire de Kenneth Arnold dans l'État de Washington concerne des contacts rapprochés de premier degré. L'objet était visible, mais pas plus que cela. Lorsque les ovnis laissaient des traces, c'est déjà un contact de deuxième degré. Le contact de troisième degré se produit lorsque les gens voient les extraterrestres eux-mêmes. Et lors d'un contact de quatrième degré, il se produit apparemment une interaction directe avec les extraterrestres. En novembre 1980, dans la ville de Todmorden, en Angleterre, un policier expérimenté, Alan Godfrey, était en patrouille nocturne. Il se souvient, j'avais un service de nuit de 10h à 6h. J'ai décidé de vérifier le bâtiment du conseil municipal. Lorsque j'ai tourné, j'ai vu cet objet sur la route à 500 mètres devant moi. En s'approchant de l'objet, il a compris que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu à Todmorden. Au début, il a pensé que c'était un ballon qui avait atterri sur Terre, mais en s'approchant, il a vu que cela ressemblait davantage à un vaisseau spatial métallique. Godfrey décrit, c'était une structure mécanique, et ce n'était pas une hallucination de ma part. Tout se passait réellement. L'objet mesurait environ 6 mètres de large et 12 mètres de haut, avec une forme rappelant un diamant. La moitié inférieure tournait, tandis que la partie supérieure restait immobile. Il avait des fenêtres ou des panneaux sombres. Si j'étais sorti de la voiture et que j'avais lancé une brique dedans, j'aurais peut-être découvert si ces fenêtres étaient réelles ou non. Il a également remarqué que les arbres le long de la route se balançaient d'un côté à l'autre, des branches et des feuilles volaient partout. Cependant, assis dans sa voiture, il ne ressentait pas de vibration et n'entendait pas de bruit. Sans sortir de la voiture, le policier prit son dossier, le posa sur ses genoux et tenta de représenter ce qu'il avait vu. Pendant qu'il dessinait l'objet, une autre voiture de police s'approcha de lui, et à ce moment-là, l'objet s'envola. Cependant, un temps considérable s'était écoulé entre ces événements. Après une séance d'hypnose régressive, le policier réussit à se souvenir de davantage de détails. Il décrivait comment, dans l'obscurité intermédiaire, il avait eu le sentiment qu'il volait quelque part, seul ou avec la voiture. En reprenant conscience, il se retrouva dans une pièce où se tenait devant lui un humanoïde grand, mesurant environ 1,80 m, 2, très mince, avec une barbe et vêtu d'une robe blanche. L'humanoïde lui proposa de s'allonger sur le lit, mais comme le policier s'en souvint plus tard, sa bouche ne bougeait pas. Il comprit simplement qu'il voulait qu'il se couche. Cela ne lui causait pas d'inquiétude. Au contraire, il sentait que l'humanoïde était son ami, et il avait l'impression qu'il s'était déjà rencontré auparavant. Il se sentait en sécurité, s'allongea sur le lit, et alors apparurent de terribles petites créatures qui avaient la forme d'abat-jour de lampe et des yeux noirs. Il y en avait 7 ou 8. Pendant ce temps, des policiers à proximité voyaient une lumière dans le ciel. Le constable est toujours convaincu que son contact s'est produit dans la réalité. Il se demande, choisirez-vous une explication naturelle ou anormale? Les ovnis atterrissent-ils vraiment pour effectuer une reconnaissance sur le terrain ou est-ce une coïncidence peu plausible? Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Peut-être que c'était un tremblement de terre, mais il ne pense toujours pas que cela ait pu être un tremblement de terre. John Roberts n'était pas le seul à avoir été bouleversé par ces événements. Dans les montagnes, Hugh Edwards a également vu une soucoupe volante. Il se souvient, j'ai vu cet objet passer au-dessus de la montagne. Il était de la taille d'un bus. Oui, il est arrivé à mi-chemin, puis a tourné et s'est dirigé vers la route. Quand il passait au-dessus de la route, il s'est incliné et j'ai pensé qu'il allait s'écraser.
mais il est descendu dans la vallée et a disparu. Edwards continue. J'ai beaucoup entendu parler des soucoupes volantes et j'ai pensé, oui, c'est elle. Il décrit comment il a entendu un sifflement et a été très surpris de voir l'objet. Dans le village de Yandrilo, l'infirmière de district a pensé qu'il s'agissait d'un accident d'avion. Elle a pensé que leur connaissance médicale pourrait être nécessaire pour fournir les premiers secours. Elle courut donc vers sa fille et elles montèrent dans la voiture pour se rendre dans les montagnes. Après avoir parcouru une distance considérable, elles virent une énorme sphère orange lumineuse posée sur la montagne. S'étant arrêtés, ils scrutaient ce qui, selon eux, était un avion en feu, imaginant toutes sortes d'oches. Ils savaient que si c'était un accident d'avion, il y aurait des corps de victimes, et cela ne les réjouissait pas du tout. Cependant, ils n'étaient absolument pas préparés à ce qu'ils allaient dévoir. C'était une énorme sphère orange-rouge qui pulsait, n'ayant pas de flamme, mais ayant plutôt simplement une forme sphérique. Ils remarquèrent également de petites lumières semblables à des lanternes chinoises qui tourbillonnaient autour de l'objet, se déplaçant en zigzag. À ce moment-là, ils supposèrent que peut-être quelqu'un était déjà venu sur place pour comprendre la situation. Maintenant, ils réalisent que la mission de recherche n'aurait pas pu atteindre cet endroit avant eux. Aucune expédition de recherche ne s'était approchée des montagnes cette nuit-là, et rien n'avait été trouvé sur les lieux de l'accident. Cependant, cet incident a suscité l'intérêt d'un astronome. Dans des conditions normales, Ron Mendizon aurait pu étudier les météorites uniquement dans le ciel. Cependant, dans ce cas, il avait l'opportunité d'obtenir des informations directement sur les lieux de l'accident, tant des témoins que par l'examen de ce qui, selon lui, était survenu à la suite d'une collision. Supposant qu'une explosion avait pu se produire en raison d'une collision avec une roche, lui et son équipe tentèrent de calculer les volumes d'énergie impliqués dans une telle explosion. Ils découvrirent ainsi que cette explosion était équivalente à celle de 600 tonnes de dynamite. Pourtant, aucun des avions de l'armée de l'air n'avait été déclaré disparu et aucune trace n'avait été trouvée. Parmi les témoignages, il y avait un étrange phénomène lumineux dans les montagnes de Bala. L'équipe recevait des lettres de régions éloignées telles que Penzance, Northland et Derby. Dans toutes, il était rapporté des lumières dont l'intensité pouvait être comparée à celle de la lumière d'un croissant de lune. Ces lumières se déviaient mais se déplaçaient dans le ciel à la vitesse d'un avion, mais sans bruit, laissant derrière elles une traînée de fumée, comme si l'objet brûlait ou s'apprêtait à s'écraser. Quelques jours plus tard, il fut révélé que le village se trouvait près de la faille géologiquement active de Bala, qui se déplace progressivement depuis des milliers d'années. Ce soir-là, des mouvements avaient été observés dans la faille, ce qui fut confirmé par des géologues. Cette coïncidence devint un élément important de l'enquête. Les boules de feu dans le ciel apparurent en même temps que les mouvements géologiques dans la faille de Bala, et cela pouvait être le seul lien. En novembre 1987, à Galvebris, en Floride, une visite inattendue eut lieu le jour du souvenir. Les témoins affirmaient que les dimensions de l'OVNI étaient 3 fois supérieures à celles d'une maison. Ed Walters a pris plusieurs photos Polaroid en souvenir. C'était sa première chance dans une série de telles séances photos d'enlèvements ratés et de rencontres avec des extraterrestres, qui lui ont par la suite apporté du succès dans la vente de 2 livres. Parmi les témoins, il y avait de nombreux escrocs, et Ed Walters est devenu le suspect numéro 1. Il n'a pas montré ses photos et n'a pas donné d'interview aux spécialistes. Galveston est devenu un lieu réservé uniquement à ceux qui croient. Shoreline Park se trouve sur la rive opposée de la baie par rapport à l'aéroport et un itinéraire de vol civil le survole. Dans ce port tranquille, l'apparition d'OVNI est devenue une grande nouvelle pour les habitants. La première publication des photos d'OVNI de Galveston a eu lieu en novembre 1987. Le journaliste responsable des nouvelles locales s'inquiétait de la manière de présenter ces clichés. Lorsque ses collègues ont vu les photos, ils ont également confirmé avoir vu des ovnis. C'était important car de nombreux autres habitants de Galveston avaient également vu des ovnis cette nuit-là, lorsque Ed a pris ces photos, ainsi que de nombreuses fois après cela.
Une des témoins partage son expérience. J'ai vu des ovnis 3 fois le jour et environ une centaine de fois la nuit à Shoreline Park à Galveston. J'ai vu des lumières rouges et blanches dans la région de Galveston, ainsi qu'un dôme volant argenté. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable auparavant, et je ne peux pas l'expliquer. Certains habitants pensent que de tels incidents ne sont rien d'autre que des farces d'enfants de la part des militaires de la base navale de Pensacola. De nombreux avions militaires et civils survolent cette région, et il pourrait tout à fait y avoir un aéronef étrange et inhabituel parmi eux. La question de savoir si les gens peuvent en reconnaître un drone furtif spécialement conçu pour l'observation secrète reste ouverte. De telles photos ne sont pas difficiles à falsifier si vous êtes un journaliste d'investigation et que vous savez comment faire, note un des experts. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un modèle en mousse et d'un appareil photo correctement choisi. Ces photos sont très faciles à falsifier. Ed Walters a pris ses premières photos avec un Polaroid 108, dans lequel le film peut facilement être réexposé. Lors de la prise de photo, il est possible de ne pas extraire le film, mais de simplement appuyer à nouveau sur le bouton, obtenant ainsi une nouvelle image sur le même morceau de film. Par exemple, à la maison, vous pouvez prendre une photo d'un modèle de soucoupe volante, puis sortir et capturer le ciel. Lorsque le film est développé, il peut y avoir un objet volant non identifié flottant dans le ciel. Que disent donc les experts au sujet de la photographie réalisée par Ed Walters ? Le physicien-chercheur Bruce Maccabee, travaillant pour le gouvernement et croyant à l'existence des ovnis, est l'auteur de nombreux travaux scientifiques sur ce sujet. Ses calculs l'ont convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une contrefaçon. Il a noté: j'ai analysé toutes les vidéos et pellicules photographiques réalisées par Ed Walters, ainsi que la plupart des vidéos filmées par d'autres personnes dans cette région. Il était suspendu immobile et je considère que les photos et vidéos d'Ed sont authentiques. Je les ai analysées de manière très minutieuse et je les ai abordées de manière très critique. Mais finalement, j'ai pu réfuter toutes les critiques qui leur ont été adressées. Dans le baseball, un joueur est éliminé après 3 fautes. La première faute qu'Ed Walters a reçue est survenue lorsque, dans le grenier de son ancienne maison, un modèle d'OVNI a été découvert. La deuxième faute est apparue lorsqu'un jeune homme nommé Tommy Smith a déclaré avoir vu Ed monter ses photos d'OVNI. La troisième faute a été attribuée après qu'une série d'expériences photographiques a été réalisée et qu'il a été possible de reproduire la plupart de ces photographies, y compris les plus complexes comme l'OVNI planant au-dessus de la route. Ainsi, la conclusion de Maccabee se résume à ceci: 3 fautes et un verre de bière. Avec le passage aux technologies modernes, l'attention se tourne à nouveau vers les ovnis. En Floride et à travers le monde, les gens continuent de regarder le ciel, cherchant à trouver des semblables. Dans la quête de signes, d'espoir et même de salut, il est tout à fait raisonnable de supposer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Si les témoignages de vie sur Mars s'avèrent véridiques, alors la vie pourrait être répandue bien plus largement. Les astronomes ont calculé le nombre de civilisations que nous pourrions trouver dans l'espace en utilisant l'équation de Drake. Le professeur Drake explique les facteurs à prendre en compte. Le premier facteur est le nombre de systèmes stellaires dans la galaxie. Plus il y a d'étoiles, plus la probabilité de trouver la vie est élevée. Dans certains de ces systèmes stellaires, il y aura des planètes. C'est le deuxième facteur. Ensuite, il faut prendre en compte le nombre de planètes dans chaque système qui pourraient être habitées par des êtres vivants. Le facteur suivant, et c'est la présence d'êtres intelligents. Ensuite, il y a la proportion de systèmes où des êtres intelligents ont atteint un niveau de technologie qui peut être détecté. Mais combien de temps existe-t-il ? Combien de temps peuvent-ils être détectés ? Peut-être ont-ils été détruits à la suite d'un cataclysme cosmique ou d'une guerre nucléaire. Peut-être ont-ils atteint un tel niveau de développement qu'ils sont passés à un système de production sans déchets, ne rejetant pas d'énergie dans l'espace, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas les détecter. Il existe une limite temporelle au-delà de laquelle une civilisation peut être détectée.
Si l'on élève le taux de croissance de la production et que l'on le multiplie par cette limite temporelle, on obtient comme réponse le nombre de civilisations qui peuvent être détectées dans l'espace. Et ce nombre augmente. L'année dernière, 7 nouvelles planètes ont été découvertes, dont l'une, presque aussi grande que Jupiter, se trouve autour de Shaina, la 4e étoile du Soleil, une planète orbitant autour de l'étoile 50 et un dans la constellation de Pégase, et des géantes autour de PSR 127 plus 12. Selon les dernières données, le nombre de galaxies est de 50 milliards, et le nombre de civilisations que nous pourrions découvrir s'élève à 100 billions. Il est dommage que notre monde soit à la périphérie de l'univers et que seules quelques étoiles aient pu recevoir nos messages. Cependant, nous pouvons déjà entendre des voix provenant d'autres planètes. Pour cela, un programme spécial de recherche de civilisations extraterrestres a été créé. La première recherche radio a été réalisée en 1960, lorsque de grands radiotélescopes ont commencé à être construits à travers le monde. La beauté et la puissance de la radioastronomie n'ont été reconnues que peu de temps avant cela. Au fil du temps, des émetteurs radio plus sensibles ont été inventés. L'utilisation combinée de ces nouveaux télescopes et émetteurs a ouvert de nouvelles possibilités pour la recherche. Cela a constitué une avancée importante dans la recherche de la vie extraterrestre. La méthode de recherche suppose que les extraterrestres ne diffèrent pas trop de nous. S'ils nous ressemblent, nous pouvons les détecter. Cependant, mener de telles recherches sur Terre est très compliqué. Nous enregistrons constamment des signaux émis par des êtres intelligents, mais tous proviennent de nous-mêmes. La question de savoir si nous avons jamais reçu des messages d'autres mondes reste ouverte. Il se peut qu'une personne, Jerry Heyman, ait réellement reçu un tel message. À l'université de l'État de l'Ohio se trouve un immense radiotélescope, dont les dimensions dépassent celles de 3 terrains de football. Le 15 août 1977, un signal a été enregistré provenant du centre de la galaxie, pulsant 30 fois plus forte que le bruit de fond. La transmission a duré 3 jours. Heyman, en consultant l'impression, a noté un signal qui s'est avéré plus fort que tous les précédents. Il était si surpris que sa main a écrit d'elle-même dans les marges l'exclamation « Waouh !» Cela ne s'est pas produit par hasard. Lorsque le signal n'est reçu que par un seul canal, cela peut signifier que nous avons affaire à un phénomène cosmique unique ou que ce signal a été envoyé par un émetteur. L'étude du ciel à l'aide d'équipements modernes n'a pas permis de détecter à nouveau la source de ce signal étonnant. L'équipe a vérifié son équipement et ses calculs, éliminant l'éventuelle influence de virus informatiques, d'étoiles, de fusées spatiales et de sources terrestres. Ils ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial ou d'un satellite en orbite autour de la Terre, ainsi que de tout ce qui se trouvait à proximité du radiotélescope, par exemple, un avion traversant le faisceau du télescope. Néanmoins, ils n'excluaient pas la possibilité que le signal ait été envoyé par une civilisation extraterrestre. Mais même s'ils ont pu nous détecter, pourrons-nous un jour surmonter l'immense distance dans l'espace ? Les scientifiques ont quelques réponses inhabituelles, comme les trous de verre. Imaginons que notre univers soit un ballon. Nous vivons dans 3 dimensions de ce ballon. Il peut contenir des trous de verre qui relient différents points. Ces trous de verre représentent un chemin court à travers l'univers. Ou imaginez que cette feuille de papier soit notre univers. Nous sommes au point A et voulons atteindre le point B. Dans des conditions normales, nous devrions parcourir la distance entre ces points. Cependant, si nous pouvions courber l'espace en pliant l'univers avec une autre dimension, ces points pourraient se connecter et nous pourrions surmonter la distance. Pour l'instant, la réponse reste théorique. Nous ne pouvons qu'envoyer nos stations de recherche scientifiques dans les régions les plus proches de l'espace pour collecter des informations, prendre des photos et mesurer les conditions atmosphériques. Pourrons-nous ainsi tomber sur d'autres formes de vie ? Certaines personnes pensent que cela s'est déjà produit. En septembre 1991, sur des photos prises à bord du vaisseau spatial Discovery, on prétend qu'il est possible de distinguer un vaisseau extraterrestre évitant l'une de nos fusées. Cet événement a marqué le début des guerres spatiales. Selon les observations,
des envahisseurs intergalactiques utilisant la courbure de l'espace changent instantanément de cap. Il est évident que la force n'est pas de notre côté. Cependant, il existe une autre explication. Au centre de cette bataille cosmique se trouvait peut-être une comète qui ce soir-là était au zénith. C'était la comète la plus brillante des 20 dernières années. Quel lien cette comète a-t-elle avec la photographie de la bataille dans l'espace, prise depuis le vaisseau spatial? La comète représente un amas de pierres et de glace. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, la glace sublime et se transforme en vapeur. En conséquence, de l'énergie est libérée, modifiant l'orbite de la comète et la rendant imprévisible. La navette spatiale, en sortant dans l'espace, transporte toujours à son bord un équipage de 5, 6 ou 7 personnes. Ces personnes font la même chose que sur Terre. Elles respirent, mangent, boivent et vont aux toilettes. Le vaisseau spatial accumule toute l'eau libérée et, de temps en temps, la rejette par-dessus bord. En entrant dans l'espace ouvert, cette eau se transforme en glace. Que se passe-t-il alors avec cette glace après son rejet? Lorsque la glace est exposée à l'influence du Soleil, le processus de sublimation commence et de petits cristaux de glace se transforment en gaz. Cela s'accompagne d'une libération d'énergie comparable à celle du fonctionnement d'un petit moteur de fusée. Cela ressemble à ce qui s'est produit avec la comète que nous avons observée. Ainsi, ce n'est certainement pas une bataille spatiale avec des extraterrestres. Pendant ce temps, notre station de recherche scientifique automatique Pioneer quitte le système solaire. Et à quoi ressemblent les vaisseaux des civilisations extraterrestres? Peut-être ressemblent-ils à des météorites, remarqués dans l'espace par l'équipe d'observateurs de Kitt Peak, dans l'état de l'Arizona. En 1991, ils ont accidentellement détecté un vaisseau, peut-être d'origine extraterrestre, qui pourrait être un vaisseau spatial d'exploration. Chaque année, des dizaines de milliers de vaisseaux similaires pourraient passer près de nous, et nous aurions de la chance si nous pouvions en apercevoir au moins un. Il ne nous reste plus qu'à observer, attendre et espérer.